Les ennemis de l'entrepreneuriat sont légion. Les ennemis de l'entreprise sont nombreux. Les ennemis de la destinée sont nombreux. Aujourd'hui, je veux partager avec vous, abonnés de Fiscalite, deux ennemis de l'entrepreneuriat, deux ennemis de la destinée, deux ennemis de la prospérité. Eh bien, prenez cela dans le sens qui vous convient. Alors, pour étayer mon propos, je vais partager avec vous cette histoire réelle que mes parents m'ont, ma mère principalement m'a relatée il y a de cela quelques années. Et aujourd'hui, cette histoire m'est revenue à l'esprit. Alors, vous parlez de l'histoire d'un monsieur que je vais appeler monsieur Michel. Ce monsieur a des enfants et parmi ses enfants, il a une fille. Il a une fille qu'il envoie à l'école. Nous sommes dans les années 1900, dans les 1960, un truc comme ça. Alors, il vit à l'ouest du Cameroun. Et comme je disais, il a une fille qu'il aime beaucoup. Et ce monsieur a aussi des amis. Il a aussi des amis. Et ses amis ont aussi des enfants parmi des enfants des filles qui sont amies avec sa fille. Mais seulement la fille de monsieur Michel, elle est née de quelques années des filles de ses amis. Donc, vous voyez un peu le genre. Donc, vous avez une fille qui peut-être qui a 10 ans et vous avez vos amis qui ont aussi leurs filles qui sont dans les 7 ans, 5 ans, un truc comme ça. Il y avait un écart d'âge entre la fille de monsieur Michel et les filles de ses amis. Il se trouve donc, à l'époque, l'école est en essor, l'éducation est en essor à l'ouest du Cameroun. Et monsieur Michel, à l'époque, il n'y a que les écoles confessionnelles. Donc, monsieur Michel, lui, il envoie sa fille, comme ses amis aussi, envoie leur fille à l'école confessionnelle près du village. La fille de monsieur Michel est très brave dans ses études et elle réussit avec bravoure son CEP. À l'époque, c'est le CEP. Elle reçut donc son CEP avec bravoure. Et monsieur Michel a des ambitions. Il veut continuer à faire fréquenter sa fille. Il veut et il y a justement l'université parce que nous sommes dans la Ménois. Nous savons que l'université de Tchang était parmi les premières universités à l'ouest. Monsieur Michel ambitionne. Bref, nous parlons de CEP, nous parlons de CEP, justement, pardonnez-moi. Il ambitionne d'envoyer sa fille au collège, plutôt, voilà, de faire continuer sa fille en 6e, etc., pour avoir le BEPC. Voilà, je me suis trompée. J'ai un peu mélangé les pédales. Alors, ses amis lui disent, non, quand une fille fréquente trop, elle ne va plus se marier. Et si elle se marie même, elle ne va pas respecter son mari. Donc l'école, c'est pas bien pour les filles. C'est pas bien quand les filles fréquentent trop. C'est pas bien. Donc le CEP qu'elle a là, c'est déjà très bon. Et aussi à cette époque, avec le CEP, on pouvait travailler. Donc monsieur Michel aurait pu, je sais pas, monter le dossier peut-être de sa fille pour la faire intégrer la fonction, parce que c'était pas comme aujourd'hui où les gens ont le CEP à 8 ans, 10 ans, 11 ans, non. À l'époque, les gens avaient le CEP même dans les 18 ans. Oui. Elle aurait pu travailler. Avec seulement ce CEP, elle aurait pu travailler. Donc, monsieur Michel, il a écouté ses amis. Ses amis lui ont fait comprendre que non, si c'est un danger, si sa fille continue à fréquenter, ça sera un très grand danger pour lui et pour sa famille parce qu'elle ne va pas respecter son mari. Et peut-être qu'elle ne va même pas se marier. Vous connaissez tous la valeur que nous accordons au mariage en Afrique, surtout à l'ouest du Cameroun. Alors, qu'est-ce que monsieur Michel fait? Monsieur Michel décide d'envoyer quand même sa fille en 6e, pendant que, entre-temps, monsieur Michel commence à chercher un mari pour sa fille. Cherche un mari pour sa fille et il trouve un mari pour sa fille. Alors, le deal, c'est quoi? Le deal, c'est je te donne ma fille, puisque le monsieur travaille dans la fonction publique, je te donne ma fille, j'aimerais qu'elle travaille. Parce que monsieur Michel, il avait ce fardeau, il voulait que sa fille soit une grande personne, il voulait que sa fille soit établie, il voulait que sa fille soit épanouie. Et il savait aussi que l'épanouissement d'une personne passe par le travail. Et un travail, mais comme sa fille était diplômée,
Il voulait qu'elle ait un bon travail. Mais seulement, il avait peur que sa fille, en travaillant ou en continuant les études trop, ne va pas se marier. Alors, il décide donc de faire marier sa fille et il conclut un deal avec ce monsieur. Tu es dans la fonction publique, je te donne ma fille. S'il te plaît, fais-la entrer aussi dans la fonction publique comme toi. Mais le monsieur dit, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Comment ce mari-là, je vais monter son dossier. Elle va entrer dans la fonction publique, elle va travailler. Non, elle est même diplômée. Alors, c'est comme ça que la fille de monsieur Michel se marie. 2 mois après, elle porte la première grossesse. On dit non, qu'elle va accoucher, on va lui trouver le travail, on va monter son dossier pour son intégration, et tout, et tout, et tout. Après la naissance de l'enfant, quelques mois après, elle est encore enceinte. Et c'est comme ça que la fille de monsieur Michel est allée de grossesse en grossesse, de grossesse en grossesse. Et finalement, on a oublié cette affaire d'intégration dans la fonction publique. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, les amis de monsieur Michel, dont les filles étaient encore petites, sont aussi arrivées dans la classe du cours moyen 2 où elles ont fait leur CEP et elles ont réussi. Qu'est-ce qui se passe? Les amis de monsieur Michel ont envoyé pousser leurs enfants à l'école. Elles sont allées 6e, 5e, 4e, 3e. Elles ont obtenu le BEPC. Alors, monsieur Michel a commencé à regretter. Si je savais. J'ai écouté mes amis. J'ai enlevé ma fille à l'école. Aujourd'hui, eux qui m'ont conseillé, ils sont en train d'envoyer leurs enfants à l'école. Et le résultat en fin de cours, c'est que ces enfants qui avaient fréquenté, ces filles qui avaient fréquenté à cette époque-là, ont été établis dans la fonction publique et dans les postes élevés. Et le regret de monsieur Michel s'est encore approfondi quand il s'est rendu compte que sa fille n'était pas bien traitée dans le mariage où il avait envoyé. Cette fille n'était pas bien traitée. Elle manquait de tout et de rien. Pendant que les filles de ses amis étaient épanouies. Ce sont elles qui venaient au village apporter des vivres à leurs parents, envoyer de l'argent à leurs parents. Le premier ennemi de ton entreprise, le premier ennemi de ta destinée, le premier ennemi de ta prospérité, ce sont les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers. Mon frère, si tu as un projet que tu partages avec tes amis, ce n'est pas mauvais de partager ton projet avec tes amis. Mais souvent, il ne faut pas t'arrêter à la vie de ceux qui sont autour de toi. Il faut chercher d'autres personnes qui sont extérieures à toi, qui peuvent te donner leur avis sur ton projet. Souvent, ceux qui sont autour de nous ne sont pas toujours nos amis. Souvent, l'amitié là, c'est dans notre esprit. Pardonnez-moi, la luminosité est en train de me déranger ici. La luminosité me dérange. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Souvent l'amitié, c'est dans notre esprit. Ils sont là, ils ne sont pas amis avec nous. C'est nous qui sommes dans l'amitié là, nous sommes seuls dans l'amitié là, dans nos têtes. Souvent, ce sont des amis, des ennemis déguisés qui sont autour de nous. Et quand vous allez partager avec eux votre projet, soit ils peuvent réaliser ça en premier, soit ils vous découragent pour réaliser le même projet. Vous voyez un peu. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe généralement. Donc, le premier ennemi de la destinée ou de votre entreprise, souvent, ce sont ceux qui sont autour de vous, les mauvais conseillers, les mauvais amis. Alors, le deuxième ennemi de l'entrepreneuriat, le deuxième ennemi de la destinée, le deuxième ennemi de la pauvreté que je veux aborder aujourd'hui, ce sont tes limitations. On va toujours continuer avec monsieur Michel. Alors, dans les années 1960, comme je parle, à l'ouest du Cameroun, il y a ces Européens qui font dans la filière cacao-café. Monsieur Michel
par la force du hasard, se retrouve comme homme de main d'un de ces blancs. Et ce blanc l'apprécie pour sa fidélité, l'apprécie pour sa sincérité, l'apprécie pour l'amour du travail. Et ce blanc le prend comme un confident. Il devient confident de ce blanc. Partout où ce monsieur se déplace avec monsieur Michel. Alors, il se trouve qu'un jour, ce monsieur se déplace pour Douala, où il amène bien évidemment avec lui monsieur Michel. Ils arrivent à Douala ensemble. Ceux qui sont à Douala ou ceux qui sont déjà arrivés à Douala connaissent la zone UKO, Dokoti, Ange Raphaël, cette zone-là. Voilà. Donc, il amène monsieur. Quand il faisait la filet cacao café, donc il amène monsieur Michel là-bas. Et à cette époque, cet endroit-là, c'est la forêt totale, la forêt. Il y a les longs arbres là-bas, c'est la forêt, vraiment la forêt. Et après avoir fait ce qu'il avait à faire, il dit à monsieur Michel, regarde, choisis une portion de terre, choisis la portion de terre qui te plaît. Donc, mesure la quantité de terre qui te plaît, tu réserves, ça devient pour toi. Donc, mesure. Donc, prends ta part sur le terrain-ci, là, sur l'espace-ci. Il dit bien, nous sommes à la zone 6 cacao, voilà. Pas UKO, la zone 6 cacao. Oui. Il dit, prends ta part de terre sur cette zone. Monsieur Michel dit quoi? Je vais laisser mon village pour venir dans la forêt. Là où il y a je vois les chimpanzés en train de sauter d'arbre en arbre, Non, non, je ne peux pas. J'ai dit non. Il ne peut pas laisser son village, venir à Douala, acheter prendre la forêt où il voit les arbres sauter, où il voit les chimpanzés, autant pour moi, sauter d'arbre en arbre, zéro. C'est comme ça que M. Michel décline l'offre de son patron. 25 ans plus tard, la fille de M. Michel est donc mariée à Douala. Elle vit où? À Bipanda. Vous connaissez que Bipanda n'est pas très éloigné de Sikakao. M. Michel donc se rend à Bipanda pour le voir bébé, parce que sa fille a accouché pour le voir bébé. Quand il se rend là-bas, M. Michel est abasourdi. Ce n'est pas encore totalement la ville que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas encore totalement développé comme nous connaissons aujourd'hui. Mais il y a déjà des habitations, il y a déjà des signes de vie. Ce n'est plus il n'y a plus les singes qui partent d'arbre en arbre, comme il y avait 25 ans en arrière. Il n'y a plus les singes, il n'y a plus les serpents et tout. Et à M. Michel de dire à sa fille, ma fille, si on te donne un terrain quelque part, même si c'est dans la forêt, il faut prendre. Ne refuse pas. Tu vois cette zone. Moi, j'avais refusé le terrain ici. Et aujourd'hui, te voilà en location, ici, dans la même zone où j'ai refusé le terrain. Le deuxième ennemi de la destinée, de la prospérité d'une entreprise, ce sont les limitations personnelles des dirigeants. Ta limitation va faire en sorte que toi-même là, tu deviens ennemi de ta destinée. Tu deviens ennemi de ta prospérité. Ta limitation à toi, c'est ce que ça va faire. Quand toi, tu ne vois les choses que... Quand tu ne vois les choses que... Quand tu te limites à aujourd'hui, quand tu te limites à aujourd'hui, quand tu te limites à l'instant présent, quand tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, quand tu es limité, si tu es limité dans ton cerveau, c'est comme ça que même tout ce que tu vas faire sera limité. Alors, merci pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez été édifiés par cette histoire de M. Michel. Laissez-moi en commentaire d'autres ennemis de l'entrepreneuriat que vous connaissez. J'aimerais aussi apprendre de vous.
Allez, à bientôt.